Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Salim Berrada. Il a une gueule d'ange, c'est un photographe au talent reconnu, mais d'après certaines jeunes femmes, ce serait surtout un impitoyable prédateur sexuel. Son nom, Salim Berrada. Son terrain de chasse, les réseaux sociaux et les applis de rencontre. Pour attirer ses proies, il avait mis au point un stratagème machiavélique. Alors comment les enquêteurs vont-ils réussir à le confondre ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. « 21 juin 2023, le soir de la fête de la musique. Le téléphone de Laure, 23 ans, n'arrête pas de biper. L'expéditeur des messages, Adèle, un garçon dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontre. Il insiste pour qu'elle le rejoigne chez lui. C'est leur premier rendez-vous. Laure accepte. Elle s'engouffre dans un taxi direction le 20e arrondissement, vers l'appartement du jeune homme. Elle l'ignore encore, mais elle se jette tout droit dans les bras d'un homme que la presse surnommera quelques années plus tard le violeur de Tinder. L'histoire commence 9 ans plus tôt, en décembre 2014, en plein cœur de la capitale. À 23 ans, celle que nous nommerons Tess est comédienne. Après une fac de lettres, elle vient tout juste de s'inscrire dans une école de théâtre. Son rêve, monter sur les planches des plus grandes scènes parisiennes. Célibataire, elle s'est inscrite sur un site de rencontre 2 ans plus tôt, sans grand succès. Mais la chance va peut-être lui sourire. Elle est contactée par un certain Salim, un photographe. Je regarde un peu son profil et lui, il explique qu'il est surtout là pour des collaborations artistiques, pour rencontrer des modèles, qu'il n'est pas du tout dans une vibe de drague ou quoi que ce soit. Tess, victime. Et on en discute un peu des conditions des mannequins, de comment elles vivent, des dictates, de la mode, des impératifs, tout ça. Et je me dis, bon, c'est bien de garder le contact de ce gars-là. Sentimentalement, Tess ne ressent aucune attirance pour cet homme. Professionnellement, en revanche, il l'intéresse. D'autant qu'en cherchant sur les réseaux sociaux, la jeune femme en découvre plus à son sujet. Il réalise des photos d'art et il est coté dans le milieu. D'ailleurs, très vite, il lui propose de réaliser son book photo. Il va m'expliquer que j'ai un truc, une espèce de truc un peu sauvage, une beauté un peu particulière. Il lui dit « J'aime bien ton côté sauvage, distingué, ça m'inspire. » Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Mais, il faudrait mieux te mettre en valeur. Il me dit qu'il fait des books photos et tout. Et bref, je lui dis que c'est trop cher pour moi. Et il me dit, écoute, si à un moment tu changes d'avis, sens-toi libre de le faire, quoi. 1 mois plus tard, Tess se dit qu'elle est peut-être en train de laisser passer sa chance. Un joli book, avec un photographe de renom, l'aiderait certainement à percer. Alors elle se ravise et elle accepte la proposition. Finalement, elle s'est dit que ça pouvait être une bonne idée compte tenu de sa notoriété. Fanny Vial, avocate des parties civiles. Donc il l'avait mise en confiance sur le fait qu'il allait faire de jolies photos d'elle et qu'elle allait pouvoir les exploiter dans le cadre professionnel. Elle n'a aucune raison de flipper, entre guillemets. Salim lui propose un contrat, donc un papier signé entre elle, le modèle, et lui, le photographe. Donc apparemment, c'est assez clair et c'est assez carré. Et donc, on convient que je lui paye une avance, puis je lui paye la veille du shooting et je lui paye, après la séance, le dernier paiement. Au total, 650 €. Un investissement.
Mais Tess espère que ces photos lui apporteront le succès. 2 semaines plus tard, le 19 avril 2015, elle se rend dans le 20e arrondissement, métro Gambetta, pour le shooting photo. Elle nous raconte leur rencontre. C'est au mois d'avril, ça c'est sûr, il fait beau. Parce que j'ai des sandales, j'ai qu'un petit blazer avec un t-shirt et un petit pantalon. Et quand j'arrive, je suis hyper stressée. Et son stress va monter encore d'un cran quand elle découvre les lieux. Il m'ouvre et je suis dans un endroit et je comprends pas trop parce que on dirait à moitié un appart, à moitié un studio. Ça fait un peu artisanal, un peu amateur. Un appartement où il y a finalement extrêmement peu de décoration, voire quasiment pas. La salle de bain, elle est crade, mais elle est vraiment sale. C'est glauque. Tess est mal à l'aise et ça ne va pas s'arranger. Le photographe avec lequel elle discute depuis des semaines sur les réseaux sociaux ne ressemble pas du tout à ce qu'elle imaginait. Il me dégoûte un peu parce que déjà il fait pas très propre sur lui. Pas très clean. Non, il me plaît pas trop. Il me plaît pas du tout même. Il faut dire que Tess n'est pas seule avec Salim dans l'appartement. Une maquilleuse est présente sur les lieux. Mais une fois la jeune fille coiffée et maquillée, elle quitte l'appartement. Et en fait, au bout d'un moment, elle part. Et ça me plaît pas qu'elle parte. En fait, ça me plaît pas de me retrouver avec un homme que je connais pas, toute seule. Tout est prêt. Le shooting commence. Je suis extrêmement tendue et il le sent. Il le sent et là, il va me dire, écoute, tu sais quoi, on va arrêter un peu. Il me dit, tu veux boire un petit truc? Il dit, je vais te servir un petit truc et tout. Et je me dis, oh putain, c'est sympa. Et il essaye de m'aider. Il cherche à vous mettre en confiance et ça fonctionne. Il sort une bouteille de vodka du frigo et il sert 2 shots qu'on boit ensemble. Et à partir de là, la séance, elle est floue. Tess titube. Elle est dans une sorte de brouillard. Elle raconte que la séance photo va alors tourner au cauchemar. C'est comme vous sentir un peu glissé, quoi. Je sais qu'à un moment, il a son bras derrière moi et sa main sur ma cuisse. Je sais qu'à un moment, il m'embrasse de force, que je lui dis non, que je veux pas. Et je sens que c'est comme d'être dans du coton, quoi. D'être un peu, ou d'avancer au ralenti. Et je me retrouve coincée dans ce coin de kitchenette. Et en fait, il commence à me toucher partout. Il m'embrasse dans le cou, il m'embrasse sur la bouche. Il m'écrase. Et il commence à me toucher partout. Il commence à toucher la poitrine à travers mon t-shirt. Et là, il y a son autre main qui commence à remonter entre mes jambes, qui commence à appuyer à travers mes vêtements, sur mon entrejambe, sur mon sexe, sur mes cuisses. Je le pousse, je dégage. J'attrape mon sac et je descends en courant. Je me retourne pas, je cours. Tess est en état de choc. Elle ne réalise pas encore complètement ce qui vient de se passer. Et je vais être honnête, même à ce moment-là, en fait, je ne ressens rien. Il n'y a rien qui passe. Je suis vide. C'est assez violent. Elle est dans un état de sidération post-traumatique. Les jours qui suivent, Tess reprend pied dans la réalité. Elle retourne à sa vie comme elle peut. Les cours, les copains. Contrairement à ce que lui conseillent ses proches, elle refuse de se rendre au commissariat pour déposer plainte. C'est souvent le cas des victimes qui viennent de subir une agression ou un viol, qui en état de choc aussi ont du mal à pousser la porte d'un commissariat. Parce qu'elle culpabilise. Elle se dit, comment ça se fait que j'ai pas pu me défendre? Martine Moscovici, avocate des parties civiles. Pourquoi je suis pas partie? Le dépôt de plainte, c'est une épreuve.
c'est toujours parole contre parole. L'affaire pourrait en rester là. Mais ce que Tess ignore encore, c'est qu'au même moment, une autre jeune femme est en train de raconter son calvaire au policier, et il ressemble étrangement au sien. Le jour même, le 25 avril 2015, Brooke, une jeune Américaine, franchit la porte du commissariat du 16e arrondissement. Elle vient pour déposer plainte. Et son agresseur porte le même nom que celui de Tess, la jeune comédienne. Salim Berrada. C'était la pire partie de ma vie. Brooke Jacks, victime. Pour une femme qui est pas courante en français et qui est étrangère, c'était extrêmement difficile et vraiment brave d'aller à la police. Dans un français hésitant, Brooke raconte aux policiers qu'elle est américaine, qu'elle a 23 ans et qu'elle s'est fait violer. C'est très difficile pour elle de faire cette démarche. Elle est quand même assez angoissée. Et ce petit bout de femme va raconter l'horreur. Face aux policiers, la jeune femme reprend toute son histoire depuis le début. Elle explique qu'elle vient de Californie et qu'elle s'est installée dans la capitale 2 ans auparavant pour y suivre des études de management. J'ai décidé que je veux faire mon master en France. J'ai déménagé à Paris et c'était très très bon au début. Très vite, elle adopte le mode de vie des jeunes étudiantes parisiennes. J'étais vraiment contente parce que j'avais une vie très très intéressante et j'avais beaucoup d'amis. Une petite étudiante pétillante qui sort le soir, qui vit une vie parisienne assez riche. J'avais une vie pleine de bonheur. Je suis allée dans les concerts, j'ai travaillé dans un bar à Paris, tout était parfait. Brooke explique qu'elle est passionnée de photographie. Elle s'inscrit sur un site de casting qui met en lien des mannequins et des photographes. Rapidement, elle est contactée par un professionnel, ce même Salim Berrada. J'ai vu ces photographes et j'ai pensé il a beaucoup de talent dans son métier et je veux apprendre. Elle veut découvrir l'univers photo. Comment ça se passe un shooting, comment ça se passe un casting, et peut-être aussi elle-même devenir photographe. Il a dit qu'il veut prendre des photos de moi et j'ai dit OK. Après quelques échanges par message, la séance photo s'organise. Rendez-vous est pris le 7 janvier 2015. Quand je suis arrivée, c'était chez lui, dans son appartement, et j'ai pensé OK, c'est pas grave, mais c'était très bizarre de rencontrer un homme et être dans son appartement. Ça ne correspond pas à ce qu'elle s'est imaginé. Et elle est très surprise de voir que ce monsieur fait des photos à domicile. Mais Brooke explique aux policiers que le photographe l'a rassurée. Il prend le temps de discuter et il lui montre son travail. Quand j'ai vu ces photos, j'ai dit « Oh wow, c'est cool, il a beaucoup de talent !» Salim propose de commencer la séance photo. Mais avant, il lui aurait offert un verre. C'était vodka caramel et j'ai dit « J'aime pas trop ça ». Et il a dit « Ah, il faut prendre ça, viens. » Et j'ai dit « OK, je vais faire ça, pourquoi pas. Il est gentil. » Mais à ce moment-là, j'ai pensé quelque chose est not right. Brooke a un mauvais pressentiment. Et ça ne va pas s'arranger avec le début de la séance photo. Elle lui dit qu'on commence quand le shooting. Il dit quand tu veux. Elle dit OK, j'ai des vêtements. Il dit non, nu. La jeune femme raconte aux policiers qu'elle a à peine le temps de réaliser ce que le photographe lui demande. Et elle fait un malaise.
était floue, toute. Elle a la tête qui tourne, elle est plus dans son état normal. Après ça, j'ai dormi immédiatement. C'est le trou noir, le blackout, elle se rappelle plus. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Est-ce qu'elle est tombée dans les pommes? Quand je me suis réveillée, j'étais complètement nue sur le canapé. Elle se rend compte qu'il est nu Manon Aublanc, journaliste au Parisien. et qu'il lui demande une fellation. Brooke raconte qu'elle était dans un état second. À partir de ce moment-là, on est en présence d'une femme qui ne sait plus ce qu'elle fait et à qui on peut faire tout et n'importe quoi. C'est terrible parce que c'est une poupée. C'est une poupée de chiffon. Une poupée de chiffon dont Berrada aurait tenté de profiter. Ce n'est que 2 heures plus tard que Brooke parvient enfin à se sauver. À un moment, elle parvient à s'extraire de cet appartement et à quitter les lieux, mais en partant, elle a l'impression d'avoir été droguée. Et après ça, je suis allée chez moi et j'ai dormi pendant 3 jours. 3 jours. Les policiers veulent en savoir plus sur les agissements du photographe. Que lui a-t-il fait ? Brooke raconte que depuis, elle met tout en œuvre pour se rappeler le déroulement de la soirée. Malheureusement, ne lui reviennent que des flashs. Et ils sont épouvantables. Je sais que j'étais violée. Je sais que les événements qui c'est pas bon s'est passé, mais je me souviens pas tous les événements. Elle essaie de se souvenir, mais c'est aussi une plongée en elle-même et elle n'arrive pas à reconstituer exactement les événements. Brooke affirme qu'elle a été violée. Mais alors, pourquoi a-t-elle attendu 3 mois avant de venir porter plainte ? C'est la question que lui posent les policiers. La jeune femme répond du tac au tac. Le photographe lui a fait un odieux chantage. J'ai envoyé Salim un texto. J'ai dit je vais aller à la police pour faire une plainte. Et il m'a dit j'ai des photos de 3 nus et je vais les poster sur l'internet. Et ça, forcément, vous réfléchissez à 2 fois. Parce que vous avez des photos de vous, toutes nues, qui se promènent sur Internet. Ça veut dire que votre réputation est explosée avant même que vous ayez eu l'occasion de vous défendre, si vous voulez. Et c'était horrible. J'avais 23 ans. C'était horrible. Les policiers écoutent la jeune femme, mais ils ne sont pas très convaincus. Comme souvent dans ce genre d'histoire, elle n'a aucune preuve. Alors, les enquêteurs vont devoir vérifier. Leur point de départ, les pertes de mémoire de Brooke. Ils savent que c'est l'une des manifestations de la drogue du violeur. Ils veulent le vérifier. Problème, 3 mois après les faits, il est trop tard pour réaliser une prise de sang. Seule solution, analyser les cheveux de la jeune femme. Il faut savoir que les substances toxicologiques restent dans l'organisme 24 à 48 heures. Par contre, dans les cheveux, on trouve absolument tout. Et donc, on va lui faire des prélèvements et on va chercher dans ses cheveux s'il y a notamment, par exemple, du GHB, ce qu'on appelle la drogue du violeur, ou s'il y a d'autres médicaments. Les résultats des analyses vont prendre quelques jours. En attendant, les policiers veulent en savoir plus sur le compte de ce Salim Berrada. Qui se cache derrière cet homme ? Un photographe à la mode ? Un agresseur sexuel ? Ou les deux ? Les enquêteurs commencent leurs investigations. Berrada a eu un parcours exemplaire, il faut le dire. Martine Moscovici, avocate des parties civiles. Il est issu d'une famille pauvre du Maroc et il s'est dit que la seule façon de s'en sortir, c'était de faire des études. Et il arrive donc à 18 ans en France pour faire une école d'ingénieur, mais il arrive sans un sou. Il sortira diplômé de cette école d'ingénieur de Bordeaux et il ira travailler dans une entreprise française en région parisienne. Mais il a bifurqué, il est devenu photographe. Salim Berrada se spécialise dans les photos de mode et il est plutôt doué.
rapidement, ça a marché. Rapidement, il a réussi à en vivre. Vraiment, il a un très bon coup d'œil et il a un très bon instinct photographique. Et rapidement, il s'est quand même fait un nom dans le milieu de la photographie. C'est un photographe qui, par exemple, a pris des clichés de Miss France, c'est pas rien, et qui s'affiche sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de photos artistiques, esthétiques. Ce que les policiers découvrent de Salim Berrada ne les aide pas vraiment. Une réussite professionnelle exemplaire, aucun casier judiciaire, mais les résultats d'analyse capillaire de Brooke vont semer le doute. Quelques jours plus tard, les policiers reçoivent le compte-rendu du laboratoire. L'analyse de cheveux a démontré qu'effectivement, il y a eu des substances qui ont été retrouvées. Des molécules d'antihistaminiques qui sont des médicaments en vente libre à la pharmacie. Pour soigner le rhume, alors vous allez me dire, je comprends pas, mais ça favorise la somnolence. Et si on rajoute de l'alcool, ça démultiplie l'effet du médicament. Les résultats confirment le témoignage de Brooke. Elle a bien ingéré de la drogue. Mais pour les policiers, ce n'est pas une preuve. Ça ne veut pas dire qu'on peut affirmer pleinement qu'il y a eu soumission chimique. On peut estimer aussi que Brooke a pris un médicament lambda et se retrouve avec de l'antihistaminique dans les cheveux et que ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle ait été droguée. Pour les enquêteurs, ces résultats ne sont pas suffisants. Une victime au souvenir incertain, un suspect qui n'en a pas le profil, des analyses capillaires pas assez flagrantes, l'enquête s'arrête là. Plus rien ne se passe. Les mois défilent. Et Brooke n'a plus de nouvelles de sa plainte. Ils ont pris les notes, ils ont pris la plainte, mais ils ont ri. Brooke Jacks, victime. Et à ce moment-là, j'étais sûre qu'ils ont pensé que j'étais menteuse. Peut-être parce que c'était étranger. J'étais vraiment triste. Et donc, Salim Berrada, qui, à un moment donné, pouvait être éventuellement dans l'œil du cyclone, ne va pas être inquiété et va continuer sa petite vie de photographe comme si de rien n'était. Ce statu quo dure plus d'1 an, entre avril 2015 et la fin de l'année 2016. Et c'est totalement par hasard que l'histoire bascule. Le 11 octobre 2016, commissariat du 12e arrondissement de Paris. Dans l'enquête, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Coup de chance monumentale. Il y a un moment à la machine à café, 2 policiers parlent. Alors, faut imaginer la scène. Et il y en a un qui dit, ouais, tiens, ça va, ouais, bonjour. Et toi, tu bosses sur quoi? L'affaire Berrada. Et l'autre dit, ah bah tiens, moi aussi j'ai une affaire Berrada. Oh c'est pas possible, dit l'autre. C'est incroyable, moi j'ai exactement le même type de dossier sur mon bureau. Et là, ils vont se demander, mais est-ce que c'est pas le même bonhomme qui a frappé plusieurs fois à Paris? Et là, ça va être la stupéfaction un peu générale. Les 2 policiers flairent de suite le problème. 2 plaintes différentes, mais un même suspect. Ils remontent l'information à leur supérieur. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était pas totalement informatisé, donc les affaires Berrada, il pouvait y en avoir 3 chez 3 policiers différents. Et cette affaire illustre de manière dramatique aussi le manque de coordination entre les différents services de police qui ne se parlent pas. Cette fois, le dossier est pris très au sérieux. Il est confié à la 2e direction régionale de la police judiciaire. 1 an et demi après la première plainte, celle de Brooke, l'enquête démarre enfin. L'enquêtrice commence par recenser toutes les plaintes qui ont été déposées contre Berrada. Et les résultats de ses recherches font l'effet d'une bombe. 4 femmes en 1 an et demi l'accusent de viol. 4 filles qui ont porté plainte contre lui, dénoncé des faits similaires. Manon Aublanc, journaliste au Parisien. On se penche enfin sur ce photographe.
L'enquêtrice de la DPJ décortique les plaintes et dans les 4 cas, tout concorde. Le scénario est le même à chaque fois. Il contactait les plaignantes sur les réseaux sociaux avec son aura de photographe. C'est toujours la même histoire. Il leur disait, ben voilà, on boira un verre avant pour se détendre. Parfois c'est du vin, parfois c'est de l'alcool fort comme de la tequila. Il attend que l'effet de la drogue se fasse sentir. Elles se sentent mal, elles ont des nausées, des pertes de mémoire, des pertes de contrôle. Et là, il vrille. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il se jette sur elles, il les agresse. Les récits des 4 plaintes sont presque des copier-coller. Pour l'enquêtrice, tout accuse Berrada. Et un autre élément va finir de la convaincre. Chez ces 4 femmes, on retrouve des traces d'antihistaminiques ou de stupéfiants. Le même homme, les mêmes témoignages, les mêmes analyses toxicologiques. L'enquêtrice en sait suffisamment. Elle demande l'arrestation de Salim Berrada. Le 12 octobre 2016, l'homme est interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Et il tombe sur un type plutôt sympa. Il tombe sur quelqu'un qui n'a pas peur, est plutôt calme et très coopératif. Face aux questions des policiers, le photographe ne se démonte pas. Il réfute toutes les accusations. Il demande même aux enquêteurs pourquoi il violerait des jeunes femmes alors qu'il a une vie sexuelle bien remplie. Il a nié tous les faits. Elles étaient toutes consentantes. Et il va d'ailleurs dresser un portrait de quelqu'un qui a beaucoup de relations sexuelles. Il a fait état de plus de 600 partenaires sexuels. Il veut bien admettre que moralement, il a une mauvaise conduite, entre guillemets. Il va dire oui, je me sers de mon statut professionnel de photographe pour obtenir des relations sexuelles avec ces jeunes femmes, mais c'est pas un crime, je les force pas. Les policiers sont étonnés par son aplomb. Mais comment explique-t-il ces 4 plaintes contre lui ? C'était la théorie du complot. Elles auraient cherché à le faire tomber parce qu'elles auraient regretté ce rapport sexuel. Les policiers le laissent parler. Ils attendent le bon moment pour dégainer leur carte maîtresse, l'analyse toxicologique des cheveux des jeunes femmes. Et donc on leur dit, vous les avez drogués. Monsieur Berrada, vous les avez drogués. Il dit que non, c'est pas vrai, que c'est pas, de toute façon c'est pas lui, qu'il a jamais mis de médicaments. Il dit qu'on a pris de la drogue ensemble. Et une fois de plus, c'était consenti. Et concernant les traces de médicaments, mais elles auraient pu très bien prendre ces médicaments en dehors de moi. Donc, si vous voulez, c'est une preuve qui ne tient pas. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Ils espéraient des aveux, mais leurs suspects nient tout en bloc. Pourtant, ils ont besoin de preuves concrètes pour l'incriminer. Alors, ils passent la vitesse supérieure. Le jour de son interpellation, il procède à la perquisition du domicile de Salim Berrada, le fameux studio photo où il reçoit tous les modèles. Les policiers fouillent l'appartement du sol au plafond, les tiroirs, les placards, et leurs recherches vont s'avérer fructueuses. Sur place, les enquêteurs vont retrouver des plaquettes d'antihistaminiques vides. Et ça n'est pas tout. Dans les bouteilles d'alcool, ils retrouvent de la drogue de synthèse. On va retrouver une substance, Fanny Vial, avocate des parties civiles. la MDMA. De la MDMA. C'est un stupéfiant. La même drogue que celle retrouvée dans les cheveux des jeunes femmes et que Salim reconnaît avoir consommée. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils s'intéressent maintenant à l'ordinateur de Salim Berrada. Et ils découvrent des fichiers très particuliers. Salim Berrada
avait un tableau Excel dans lequel il indiquait le nom, la date. Martine Moscovici, avocate des parties civiles. Des shootings et la phrase, le message qu'il envoyait à toutes les futures victimes. Des phrases d'accroche toutes prêtes, avec des compliments, des phrases pour rebondir, des propositions. Des messages, j'aime ton côté sauvage et distingué, tu m'inspires. C'est un prédateur qui traque ses proies. En fait, il envoie des messages en masse et en fait, il attend un peu que ça morte, quoi. Les policiers n'en reviennent pas. L'homme est parfaitement organisé. Des tableaux, des fichiers, des messages pré-rédigés. Il gère ses rencontres comme il le ferait avec sa comptabilité. À l'issue de la perquisition, les enquêteurs ont la conviction d'être face à un violeur en série. Ils possèdent maintenant suffisamment d'éléments. Les témoignages, les expertises capillaires et maintenant cet ordinateur qui vient de livrer ses secrets. Le 13 octobre 2016, Salim Berrada est mis en examen pour 4 viols et placé en détention provisoire. Mais les policiers vont vite s'apercevoir qu'ils n'ont découvert qu'une infime partie de cette affaire, car l'enquête va connaître une avancée énorme grâce à une vidéo. Le suspect sous les verrous, les enquêteurs continuent de creuser. 4 jeunes filles ont déjà déposé plainte, mais se pourrait-il qu'il y en ait d'autres? C'est ce qu'ils soupçonnent. Le 7 novembre 2016, un mois après la mise en examen de Berrada, ils tombent sur une vidéo qui tourne sur Internet. Je souhaite vous parler ce soir du dossier horrible Salim Berrada. Ce criminel a violé des dizaines de mannequins et de modèles. Sachez que les victimes peuvent bien sûr me joindre, que ce genre de personnage, comme Salim Berrada, soit rayé des métiers du spectacle. Les policiers n'en reviennent pas. Qui est cet homme qui fait irruption dans leur dossier sans tenir compte de la présomption d'innocence? De quoi se mêle-t-il? Alors, le Zorro qui s'invite dans l'enquête, il s'appelle James Chabert. C'est un peu le justicier, mais je veux dire, il déboule d'on ne sait où. Et en fait, les policiers sont pas très contents de le voir arriver parce qu'ils aiment pas qu'on marche sur leur plate-bande. Les policiers convoquent ce James Chabert sur le champ. C'est un lanceur d'alerte. Nous l'avons rencontré et voici ce qu'il raconte. Je réponds aux questions sans faire de roman. James Chabert, président de l'association Casting Info Service. Je réponds d'une façon factuelle. Ils ont besoin aussi des gens qui apportent des informations utiles, essentielles pour l'affaire. James Chabert raconte aux policiers qu'il a monté une association pour lutter contre les dérives dans le milieu du cinéma et de la mode. Et depuis plusieurs mois, il est, dit-il, sur un gros coup. Il a reçu un flot de messages de jeunes femmes qui affirment avoir été victimes de Salim Berrada. Et de là, je me suis dit non, je ne peux pas en rester là. On me donne des informations, je vais faire mon live. Je parle d'escroquerie, d'agression sexuelle, de viol. Ce criminel a violé des dizaines de mannequins et de modèles. Et là, je reçois encore davantage de témoignages. La vidéo de James Chabert, elle est vue plus de 20 000 fois et partagée des centaines de fois. Une vidéo devenue quasiment virale. Et James Chabert raconte qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a mené son enquête. Il a appelé aussi les responsables d'un site sur lequel Berrada contactait les femmes. Et il leur a demandé de l'aide. Ce partenaire me donne volontiers toutes les personnes que Salim Berrada a contactées sur sa plateforme. J'ai un fichier de 697 personnes. Il va appeler les 697 personnes, des femmes. Je donne le nom de l'avocate et l'adresse du commissariat de police. Qu'ils y aillent. S'ils ont quelque chose à dire, qu'ils le fassent. C'est maintenant. C'est un travail phénoménal, c'est un travail d'enquêteur de police pratiquement. Les policiers sont sidérés.
ce lanceur d'alerte a réalisé une véritable enquête digne de Sherlock Holmes. Et ils vont rapidement s'apercevoir de l'efficacité de son action. Les semaines suivant la parution de la vidéo, les témoignages affluent. La vidéo, elle va servir de révélateur, d'électrochoc. Elle a effectivement permis à certaines femmes de se rendre compte qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles allaient être crues. Plusieurs femmes ont dit « mais c'est vrai, moi je l'ai rencontré ». Et on va s'apercevoir en fait du côté sériel du dossier avec le modus operandi. Et c'est ce qui va donner en fait à ce dossier une ampleur considérable par le nombre de victimes et de plaintes qui vont être recueillies. Les policiers sont submergés par la tâche. Ils se retrouvent avec des dizaines de nouveaux témoignages à vérifier, à confronter, d'appels téléphoniques à passer. Et les victimes continuent de se manifester. Le 22 mars 2017, les enquêteurs reçoivent une nouvelle plaignante. Il s'agit de Tess, la jeune comédienne qui dit s'être faite agresser 2 ans plus tôt. Elle raconte aux policiers qu'elle est tombée sur la vidéo de James Chabert sur les réseaux et que ça lui a fait un électrochoc. Je me rappelle très bien où j'étais quand j'ai vu ces vidéos. Tess, victime. Je bossais comme serveuse à l'époque et j'étais en pause cigarette sur un escalier devant la porte d'entrée. Et je regarde cette vidéo, il y a tout qui revient. La jeune femme explique que depuis 2 ans, elle a toujours refusé de porter plainte, mais que cette fois, enfin, elle est prête. J'ai très très peur. Et en fait, j'arrive et j'ai quelqu'un qui est vraiment gentil avec moi. Et je décris tout. Tout ce dont je me rappelle. Tout le cheminement, je pourrais presque dessiner l'appartement. La plainte de Tess s'ajoute aux dizaines d'autres déjà consignées. Les enquêteurs continuent de travailler d'arrache-pied et les mois passent. Berrada, incarcéré à Fleury-Mérogis, clame toujours son innocence et il persiste à dire que les plaignantes étaient consentantes. Il envoie des demandes de mise en liberté, toutes refusées jusqu'au 29 mai 2019. Après 2 ans et 7 mois, la détention provisoire de Berrada arrive à son terme. Malgré 17 mises en examen, il est libéré sous contrôle judiciaire. Cette nouvelle fait l'effet d'une déflagration. Quand on annonce qu'il est libéré, Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Les victimes sont stupéfaites, ébahies, et c'est une immense incompréhension et une immense colère. J'ai été absolument furieuse. Je me dis, comment ça? Il est libéré. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, la détention provisoire est provisoire et ne peut pas durer indéfiniment. C'est assez étrange quand même de laisser en liberté un individu qui est susceptible d'agresser des femmes. Je dirais que c'est une grosse bévue de la justice. Pour les jeunes femmes, le choc est encore pire. Pour elles qui ont déjà tant souffert, la libération de Berrada est une épreuve supplémentaire. Quand j'ai découvert qu'il était libre, Brooke Jacks, victime. j'étais choquée, j'étais triste un peu. Alors j'apprends qu'il ressort sur les réseaux sociaux. Je découvre qu'il habite à 10 minutes de chez moi. J'ai peur, c'est pas une peur qui est liée à moi, c'est une peur qui est liée au fait qu'il recommence et que ce soit d'autres filles. Les plaignantes sont d'autant plus en colère que depuis leur agression, leurs vies sont bouleversées. L'état psychologique était catastrophique. Il y a des symptômes post-traumatiques, il y a aussi des cauchemars. Une victime a 2 syndromes, la culpabilité et la honte. Martine Moscovici, avocate des parties civiles. C'est-à-dire qu'elle se dit « mais j'aurais jamais dû être là à ce moment-là, j'aurais jamais dû être violée ». Depuis son agression, il y a 4 ans, Tess, la jeune comédienne, a redoublé une année d'études et elle se bat avec ses démons.
Je me lave de manière compulsive. Je me mets à me racler la peau. Je mange énormément, dans des quantités vraiment gargantuesques. Et ensuite, je me fais vomir. Pendant des mois, je mange tous les jours 2 tranches de pain de mie avec du jambon blanc à l'intérieur, un verre de lait, des tomates cerises avec du vinaigre balsamique. Et il n'y a rien d'autre qui rentre dans mon estomac, il n'y a rien d'autre qui rentre dans mon corps. Pour calmer ses cauchemars, Tess est aussi devenue accro aux médicaments. Comme je n'arrive pas à dormir, je me défonce aux médicaments qui est utilisé pour sevrer des alcooliques. C'est des sommeils sans rêve, sans cauchemar, sans aucune activité cérébrale. Et ensuite, quand vous vous réveillez comme quand vous sortez d'une baignoire et que vous reprenez votre souffle. Brooke, de son côté, a arrêté ses études. Elle est rentrée aux États-Unis. Elle a déménagé 5 fois en 8 ans. Elle a un peu perdu les pédales, elle a été un peu SDF. Je vis dans ma voiture avec mon chien, j'ai bu beaucoup d'alcool. J'étais vraiment alcoolique à ce point-là et j'étais vraiment déprimée. J'ai pleuré beaucoup, presque chaque jour. J'avais beaucoup de cauchemars. C'est un long calvaire pour toutes ces femmes. Et pendant ce temps-là, lui, il est dehors. Pendant que les plaignantes tentent de s'en sortir, Salim Berrada, lui, reprend tranquillement sa vie. Il quitte Paris et s'installe à Marseille. Alors, il a un contrôle judiciaire assez strict au départ, où il doit pointer régulièrement. Mais ce contrôle judiciaire va être assoupli, c'est-à-dire qu'il sera obligé de prendre contact avec les forces de l'ordre qu'une seule fois par mois. Si Berrada n'a plus le droit d'exercer son métier de photographe, il reprend son activité comme si de rien n'était sur les réseaux sociaux. Il change juste d'identité au gré des sites et des applications. Il va continuer d'essayer d'enchaîner un maximum de relations sexuelles, Fanny Vial, avocate des parties civiles. de contacts avec les femmes, de rencontres. Il se présente comme quelqu'un qui s'appellerait Seb, Manon Aublanc, journaliste au Parisien. qui s'appellerait Darcy, qui s'appellerait Sam. Il a plusieurs rendez-vous. Mais Berrada rencontre plus de difficultés que prévu. Sa libération a fait grand bruit et un groupe de femmes le traque sur tous les sites sur lesquels il s'inscrit. Il va y avoir des shérifs internautes, si vous voulez, qui vont aller le dénoncer en disant « Cet homme, il s'appelle pas Darcy ou il s'appelle pas Trucmuche. En fait, c'est Salim Berrada. » Les féministes du coin l'ont repéré sur les réseaux et elles ont mis des annonces sur tous les réseaux sociaux avec sa photo. Il y a des posts qui commencent à tourner sur les réseaux sociaux en disant attention. Ne l'écoutez pas, ne le suivez pas, n'allez pas faire des shootings photos avec lui. Et cette situation va durer 4 ans. 4 ans pendant lesquels Berrada tente de rencontrer des femmes. 4 ans pendant lesquels celles qui l'accusent continuent de souffrir. Jusqu'à ce jour d'été 2023. Le 26 juin, une femme fait irruption dans le commissariat du 12e arrondissement de Paris. Elle a de nouvelles informations à donner sur l'affaire Berrada. Laure raconte qu'elle a 23 ans, elle est étudiante en architecture, elle vient de se séparer de son petit copain il y a quelques semaines. Alors, pour l'oublier, elle s'est inscrite sur une application de rencontre et elle a décroché un rendez-vous. Elle explique qu'elle a rencontré cet homme pour la première fois, il y a 5 jours, le soir de la fête de la musique. Il dit s'appeler Adèle. Il s'appelle en réalité Salim. Salim Berrada. Il m'ouvre la porte et on se fait la bise. Je m'installe sur le canapé, lui aussi. En fait, on a discuté pendant une bonne heure. Laure, victime. Il m'a dit qu'il revenait d'un tour d'Europe de 2 ans. Et il m'a dit que, en fait, là, il était en train d'écrire un scénario de film.
Il m'a raconté tout le film. Est arrivé un moment où en fait il s'est levé et il est venu vers moi, il m'a embrassé. Donc ils vont passer la soirée ensemble, ça va plutôt bien se passer. Ils vont avoir une relation sexuelle ensuite consentie. Laure va décider de revoir ce gars qu'elle a rencontré sur Internet sans qu'il ait aucun problème. 4 jours plus tard, Salim et Laure conviennent de se retrouver à nouveau à son appartement. Je suis allée et ça a bien commencé, on va dire. On était dans sa chambre, donc dans le quasi noir, en fait. On a couché ensemble. Et donc, en fait, il a retiré le préservatif en plein milieu, quoi. Et il me l'a pas dit. Et donc, après cette histoire de capote qui a été retirée et gamberge, ce dernier ne s'est pas protégé et il lui a peut-être transmis le virus du sida en ne portant pas de capote. Laure raconte alors aux policiers que c'est le lendemain qu'elle va apprendre l'impensable. Je rentre chez moi et je vois une notification sur mon téléphone. Le violeur de Tinder. Et je vois 50 photos de sa tête. Et là, je me dis, putain. Et vraiment, je me suis dit, c'est quand même pas possible, quoi. Et là, j'ai été prise de panique totale. Cette femme va donc découvrir qu'elle a fait l'amour avec un violeur en série. Donc là, pour elle, c'est un tremblement de terre. C'est un prédateur. Et c'est effrayant, quoi. C'est effrayant, en fait. Sa capacité à mentir sur absolument tout, son nom, son âge, son job, ça fait de lui quelqu'un de vraiment effrayant, quoi. Les policiers, eux aussi, sont sidérés, d'autant qu'ils connaissent particulièrement bien Berrada. Ça va faire tilt, puisque c'est eux qui enquêtent déjà sur les précédentes plaintes qui ont été déposées contre Salim Berrada. Les enquêteurs reprennent leurs recherches et ils tombent de haut. Et donc, les policiers vont découvrir qu'il y a 5 nouvelles plaintes concernant Salim Berrada. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et qu'il faut donc rajouter ces plaintes aux plaintes antérieures. Cette découverte provoque la stupéfaction parmi les enquêteurs. Berrada aurait récidivé. 5 nouvelles plaintes, et peut-être plus, alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Les policiers se mettent immédiatement à sa recherche. 3 semaines plus tard, le 13 juillet 2023, Berrada est interpellé au Havre. Quand elles apprennent son arrestation, les plaignantes reprennent espoir. J'ai appris, tant par la PJ, qu'il avait été arrêté. Et donc ça m'a déchargée, franchement. Je me dis, maintenant on va peut-être avoir un procès. Parce que moi, ça fait déjà 6 ans que j'ai porté plainte. Tess, victime. Et ça fait 8 ans que ça m'est arrivé. Et j'ai pas trop l'impression que la justice a pris son travail très au sérieux. C'est un procès éminemment médiatique qui s'annonce. Le début aujourd'hui à Paris du procès de celui qu'on avait surnommé le violeur de Tinder. Un photographe de 38 ans, Salim Berrada, est jugé pour 13 viols et 4 agressions sexuelles. L'affaire du violeur de Tinder fait la une de tous les journaux. Pour les plaignantes, l'enjeu est immense. Depuis des années, elles dénoncent les agissements de Berrada. Elles espèrent enfin être entendues. Le 18 mars 2024, 9 ans après la première plainte pour viol, le procès de Salim Berrada s'ouvre devant la Cour criminelle de Paris. Il est jugé pour viol et agression sexuelle sur 17 jeunes femmes. La plupart des victimes sont présentes sur le banc des parties civiles.
Il y a quand même beaucoup d'émotions entre ces jeunes femmes, qui sont encore pour la plupart quand même assez jeunes, qui semblent encore traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Et d'une certaine manière, l'audience ravive les blessures, remet au goût du jour toutes les souffrances de ces femmes. Au 4e jour d'audience, c'est au tour de Tess, la jeune comédienne, de venir témoigner à la barre. Je crois que j'ai jamais été aussi stressée. En fait, je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi important de ma vie. Je la regarde pas une seule fois. Je suis très concentrée. Je pleure un peu au début, mais après, je suis très très concentrée. Et je donne un maximum de détails parce que je me dis comme ça, ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais je me sens très portée. J'entends les filles derrière qui parlent. Dans le box des accusés, Salim Berrada ne change pas de stratégie. Toutes ces femmes étaient consentantes, dit-il. L'audience a été totalement surréaliste. Martine Moscovici, avocate des parties civiles. Parce que toutes ces femmes venaient raconter avec beaucoup de dignité, d'émotion, de sincérité ce qui leur était arrivé. Lui baissait un peu la tête et puis il disait « mais non, pas du tout ». Il a répété la même chose tout du long. Tout du long. C'est un complot. Elles ont décidé de me faire du mal, moi, le grand séducteur, qui n'avait aucun problème pour avoir toutes les femmes que je voulais. Et surtout, il revient sur le point crucial du dossier, à savoir qu'elles étaient toutes consentantes. Pour Berrada et ses avocats, les analyses toxicologiques non plus ne prouvent rien, que ce soit pour les antihistaminiques ou pour la MDMA. Les avocats de la défense disent forcément « mais ça prouve rien, les antihistaminiques ». Ces jeunes femmes, elles ont pu déjà prendre de la drogue de leur côté. Manon Aublanc, journaliste au Parisien. Et c'est pareil pour les antihistaminiques. Elles ont dû avoir un rhume et pris ce genre de médicaments, et c'est pour ça qu'on les retrouve dans leur sang ou dans leurs cheveux. La Cour va-t-elle suivre l'avis de la défense ? Après 6 heures de délibéré, le verdict tombe enfin. Salim Berrada est condamné à 18 ans de prison pour 12 viols et 3 agressions sexuelles. À ce moment-là, toutes les victimes ont applaudi et disaient « merci, merci, merci ». Et elles sont toutes allées voir l'avocat général pour le remercier, et lui était très touché de ces démarches. C'était extrêmement fort, extrêmement beau, très touchant. Salim Berrada continue de clamer son innocence. Il a fait appel de cette décision et il reste présumé innocent. Ses avocats n'ont pas souhaité s'exprimer. Parallèlement, une autre procédure a été lancée il y a 1 an. Berrada est accusé d'agression sexuelle par au moins 7 nouvelles jeunes femmes. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. C'était un été lourd, saturé de chaleur et de silence, un été où les ombres semblaient plus épaisses que les murs, où les cris des enfants dans les rues s'éteignaient plus tôt que d'habitude, avalés par une inquiétude diffuse. Nous sommes en 1984, dans une petite ville de province française, un endroit que l'on n'aurait jamais pensé associer à un mystère qui entrait des générations entières. Une lycéenne disparaît. Pas une fugue banale, pas un éloignement volontaire, mais une disparition soudaine, comme si la terre s'était entr'ouverte sous ses pieds pour l'avaler. Elle s'appelait Émilie, 16 ans, un sourire trop grand pour son âge et une écriture serrée qui révélait, à qui savait lire entre les lignes, une personnalité secrète, déterminée mais fragile. Ce jour de juin, elle ne rentra jamais chez elle. On l'a vue pour la dernière fois en sortant du lycée.
ses cahiers serrés contre sa poitrine, son cartable à moitié ouvert, un livre de poésie dépassant légèrement, comme une note laissée aux passants. Elle avait l'habitude de prendre le même chemin, à travers les rues pavées, puis la route longeant la rivière. Mais ce soir-là, le chemin se perd dans l'ombre, et plus personne ne la revit. La ville entra dans un silence anormal, le genre de silence qui se colle aux murs et aux souvenirs. Les affiches disparues tapissèrent les vitrines, les poteaux électriques et les journaux locaux parlaient de la jeune Émilie, introuvable. La police lança une enquête, méthodique mais rapidement paralysée par l'absence de preuves tangibles. Pas de témoins, pas de traces, pas de bruit suspect, rien qu'un vide brutal. La maison de sa famille, une bâtisse modeste à 2 étages, devint le centre d'un tourbillon d'angoisse. Sa mère, Marie, ouvrait la fenêtre chaque soir, convaincue qu'Émilie reviendrait par le même chemin, qu'elle verrait sa silhouette fine au coin de la rue. Son père, plus taciturne, s'enfonça dans un mutisme amer, ses yeux rougis par l'impuissance. Le temps passa, la ville se résigna, et peu à peu, le nom d'Émilie glissa dans la catégorie des mystères jamais élucidés, ces blessures ouvertes qu'on finit par cacher derrière des sourires de façade. Mais certains mystères refusent de mourir. Ils dorment, ils se cachent, ils s'enfouissent dans la poussière et les planchers des vieilles maisons, jusqu'à ce que, des décennies plus tard, un hasard, une main curieuse ou une rénovation maladroite les réveille brutalement. C'est ce qui se produisit 40 ans après la disparition d'Émilie. Une vieille maison abandonnée, à la périphérie de la ville, devait être détruite. Les ouvriers, en retirant les lames de bois d'un plancher rongé par l'humidité, découvrirent une enveloppe jaunie, scellée avec une application étrange. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Les premiers mots suffirent à glacer le sang. Si vous lisez ceci, c'est que la vérité commence à remonter à la surface. La lettre n'était pas signée, mais elle évoquait directement la disparition de la jeune lycéenne en 1944. Plus troublant encore, elle contenait des détails jamais révélés au public. La couleur exacte du ruban qu'Émilie portait dans ses cheveux ce jour-là. La description d'un carnet secret qu'elle conservait toujours dans la poche intérieure de son cartable. Comment celui qui avait écrit pouvait-il savoir, sinon en étant directement impliqué? Cette découverte relança l'affaire comme une étincelle jetée dans une pièce saturée de gaz. Les policiers, désormais équipés de moyens modernes d'analyse, reprirent l'enquête. L'ADN, la comparaison d'écriture, la datation du papier. Tout fut mobilisé. Et très vite, on comprit que cette lettre n'était pas un délire anonyme, mais une confession codée, un aveu camouflé dans les méandres d'une écriture nerveuse. La maison où l'enveloppe avait été trouvée n'était pas anodine. Elle avait appartenu dans les années 80 à un homme au passé trouble, un certain René Delcourt, connu pour sa solitude, ses accès de colère et son intérêt maladif pour les jeunes filles de la région. Interrogé à l'époque, il avait fourni un alibi fragile, mais faute de preuves, on avait dû le relâcher. Après sa mort en 1999, la maison resta à l'abandon, comme une cicatrice que personne n'osait effacer. Et voilà qu'au cœur même de ce lieu surgissait un témoignage enfoui. On pourrait croire à une coïncidence, mais dans les affaires criminelles, les coïncidences sont rares, presque inexistantes. La lettre décrivait des fragments de vérité mêlés à des ombres, comme si l'auteur cherchait à dire sans vraiment se trahir. Mais chaque mot, chaque tremblement d'encre, chaque espace laissé entre 2 phrases contenait une charge explosive. Les enquêteurs modernes se penchèrent sur elle comme des archéologues sur une relique, cherchant à déchiffrer le langage muet d'une époque disparue. Et soudain, les souvenirs que la ville avait voulu enfouir refirent surface. Les anciens camarades de classe d'Émilie furent interrogés à nouveau. Certains se souvenaient de son rire léger, d'autres de son habitude à écrire des poèmes qu'elle ne montrait à personne. Mais un détail revint avec insistance. La présence régulière d'un homme qui rôdait près du lycée, prétendant chercher son chien, toujours le même, toujours à la même heure. René Delcourt. Le nom surgit comme une évidence, mais la justice exige plus que des évidences. Alors les enquêteurs reprirent les dossiers, les photographies, les objets retrouvés à l'époque. Rien jusqu'à ce que la lettre livre un autre indice, une allusion étrange à l'endroit où l'eau rencontre la pierre. Les policiers fouillèrent les rives de la rivière, là où Émilie passait chaque soir. Et c'est là, enfoui sous la vase, que fut retrouvé un cartable rongé par le temps. À l'intérieur, des restes de papier illisibles, mais aussi une broche en métal, identifiée par la mère d'Émilie comme appartenant à sa fille.
40 ans plus tard, le cartable refait surface, comme pour confirmer les mots de la lettre. Mais le plus glaçant restait à venir. Le cartable retrouvé au bord de la rivière, gonflé d'eau et de boue, n'était plus qu'une ombre d'objet, mais il portait en lui une puissance symbolique inouïe. 40 ans après, c'était comme si Émilie avait laissé un message, un signe posthume, une preuve que son absence n'était pas un oubli, mais une blessure béante dans le tissu de la mémoire collective. Les policiers, gantés et prudents, l'ouvrirent lentement, comme si le moindre geste pouvait effacer les ultimes traces de l'adolescente disparue. La broche métallique, ternie mais intacte, scintilla brièvement à la lumière des projecteurs. Sa mère, convoquée pour l'identification, la reconnut aussitôt. Sa voix brisée par un sanglot 40 ans contenu, « C'est à elle, je l'ai achetée pour ses 15 ans ». Ce détail, minuscule en apparence, était une arme pour l'enquête, car la lettre mentionnait précisément ce bijou, comme si son auteur avait anticipé la redécouverte du cartable. Le lien entre les mots écrits et l'objet physique devenait indéniable. Quelqu'un avait voulu que la vérité soit révélée. Mais pourquoi attendre 4 décennies? Était-ce une confession de dernière heure, un sursaut de conscience, ou un jeu cruel orchestré par un esprit malade? L'analyse scientifique du cartable révéla un fragment de tissu préservé dans une poche intérieure. L'ADN, comparé avec celui de la famille, confirma qu'il appartenait bien à Émilie. Mais surtout, des traces étrangères, partielles, apparurent. Les laboratoires modernes, armés de techniques inexistantes en 1984, détectèrent un profil masculin incomplet. Il ne suffisait pas pour une identification totale, mais il offrait une direction, une ombre d'identité, un fantôme d'empreinte génétique qui appelait à être confronté. Les enquêteurs se penchèrent alors sur la figure de René Delcourt. Cet homme, déjà suspecté à l'époque, vivait seul dans cette maison aux murs décrépits. Ancien ouvrier, congédié après des comportements instables, il se terrait dans la solitude, nourrissant une réputation inquiétante. Les voisins le décrivaient comme un homme au regard fuyant, toujours en retrait, mais dont les colères soudaines faisaient trembler les murs. Un détail glaçant revint. Plusieurs adolescentes avaient signalé ses approches déplacées, ses paroles ambiguës. Pourtant, faute de preuves, il n'avait jamais été inculpé. Aujourd'hui, son ombre ressurgissait avec violence, et la maison abandonnée, celle où la lettre avait été retrouvée, devenait une scène de crime différé, un mausolée de secrets. Les policiers inspectèrent chaque recoin, chaque fissure, chaque planche, à la recherche d'autres indices. Dans une trappe à demi dissimulée sous la poussière, ils découvrirent une boîte métallique contenant des journaux intimes, des coupures de presse et des photographies jaunies. Sur certaines, on distinguait des jeunes filles floues, prises à distance, des visages surpris, capturés à leur insu. Parmi elles, un sourire se détachait, celui d'Émilie, immortalisé en noir et blanc, sans qu'elle ne sache qu'un objectif la fixait. Cette trouvaille fit basculer l'affaire. Le lien entre Delcourt et Émilie n'était plus hypothétique, il devenait concret, presque accusateur. Mais une question obsédait les enquêteurs. Si Delcourt avait laissé ses preuves, si la lettre avait été cachée dans sa maison, pourquoi n'avait-il jamais été inquiété davantage à l'époque? Était-il seul dans ce secret, ou quelqu'un d'autre avait-il manipulé les fils de l'enquête, étouffant volontairement la vérité? La lettre, relue encore et encore, révéla des subtilités jusque-là négligées. Certaines phrases semblaient écrites dans une hâte nerveuse, d'autres au contraire dans une lenteur presque cérémonielle. L'expertise graphologique montra des variations d'écriture, suggérant 2 mains différentes, peut-être un duo, un complice, ou bien Delcourt lui-même, oscillant entre plusieurs personnalités. L'enquête prenait une tournure labyrinthique, où chaque réponse engendrait une nouvelle énigme. Pendant ce temps, la ville, frappée par ce réveil brutal, replongeait dans ses souvenirs étouffés. Les anciens professeurs, les amis d'Émilie, les voisins, tous furent interrogés de nouveau. Et certains révélèrent des détails enfouis par le temps. Émilie écrivait souvent des lettres qu'elle ne postait jamais, des confessions intimes qu'elle cachait dans ses cahiers. Elle avait parlé d'une présence oppressante, d'un homme qui la suivait parfois après les cours, mais ses confidences, adolescentes et floues, avaient été minimisées. Aujourd'hui, elle prenait un sens sinistre, car dans le cartable retrouvé parmi les papiers en lambeaux, les experts parvinrent à reconstituer un fragment de page. Quelques mots seulement, mais suffisamment pour faire frissonner. Il est encore là. Il sait que je ne peux pas lui échapper. Et ces mots, griffonnés dans une écriture précipitée, semblaient être le dernier témoignage direct d'Émilie avant sa disparition. Et ils accusaient, dans leur silence tragique, la figure de Delcourt. Mais la vérité,
comme toujours dans les affaires anciennes, n'est jamais linéaire, car une découverte inattendue brouilla encore les pistes. Dans les archives judiciaires, un ancien rapport jamais exploité ressurgit. En 1984, un témoin avait signalé avoir vu Émilie monter dans une voiture sombre près du pont de la Rivière. Mais cette piste avait été écartée, jugée peu fiable. Or, la lettre retrouvée sous le plancher évoquait précisément un véhicule. La clé est dans la voiture que personne n'a jamais cherchée. Les policiers élargirent alors le périmètre des recherches. Les berges, les parkings abandonnés, les forêts environnantes furent scrutés. Et c'est dans un étang recouvert de végétation, à quelques kilomètres de la ville, qu'un plongeur découvrit une carcasse de voiture engloutie. Une Peugeot 504, immobile depuis des décennies. À l'intérieur, rongée par la rouille et le temps, une boîte métallique contenant des objets personnels, un peigne, un ruban et un carnet détrempé. Tout appartenait à Émilie. La découverte glaça le sang, car si Delcourt avait été suspect, la présence de cette voiture ouvrait une autre piste, un complice ou peut-être un autre coupable. L'ADN prélevé dans l'habitacle révéla à nouveau des traces masculines, différentes de celles du cartable. 2 profils, 2 hommes, 2 présences autour d'Émilie ce soir-là. La vérité ne se contentait pas de surgir. Elle explosait, fragmentée, contradictoire. Le mystère de 1984 n'était pas l'œuvre d'un monstre solitaire, mais peut-être celui d'un réseau de silence, d'hommes tapis dans l'ombre, protégés par l'indifférence ou la peur. Et dans cette obscurité, la lettre retrouvée sous le plancher prenait des allures de testament. Non pas seulement une confession, mais une clé tendue à ceux qui, 40 ans plus tard, auraient enfin le courage de regarder le monstre en face. Lorsque la Peugeot 504 émergea lentement de l'étang, tirée par le câble du treuil sous les yeux figés des enquêteurs, ce fut comme si le temps lui-même crachait un fragment de vérité englouti. Les spectateurs, voisins curieux et journalistes alertés par des rumeurs persistantes, se tinrent derrière les rubans de sécurité, murmurant comme lors d'une cérémonie funèbre. La carcasse, recouverte de vases, dégoulinante de lichens et de racines aquatiques, semblait hurler silencieusement 40 ans de secrets engloutis. Chaque goutte d'eau qui tombait de la carrosserie résonnait comme une horloge, rappelant que la justice n'oublie pas, même lorsqu'elle tarde. Les experts, vêtus de combinaisons blanches, ouvrirent lentement les portières rouillées. L'odeur de métal humide et de décomposition ancienne envahit l'air. Sur la banquette arrière, la boîte métallique fut extraite, son contenu déjà connu, le peigne, le ruban, le carnet détrempé. Mais ce qui glaça davantage, ce fut la découverte d'un second objet coincé sous le siège passager. Une chaîne en argent brisée, portant l'initiale R. Elle n'appartenait pas à Émilie, mais à quelqu'un d'autre. Cette initiale enflamma les discussions. Était-ce celle de René Delcourt, l'homme déjà soupçonné, ou d'un autre R, resté invisible jusqu'alors? L'ambiguïté redoubla lorsque les analyses ADN confirmèrent la présence de 2 profils distincts dans la voiture. L'un, proche de celui retrouvé dans le cartable, partiel et incomplet. L'autre, inédit, plus clair, plus jeune. 2 hommes, 2 fantômes, dont l'ombre planait toujours sur la ville. Les enquêteurs, confrontés à cette dualité, replongèrent dans les archives de 1984. Et ils retrouvèrent une mention presque insignifiante, passée inaperçue à l'époque. Un ami d'Émilie, Richard M., un jeune apprenti mécanicien, avait disparu du paysage quelques semaines après le drame, officiellement parti travailler à l'étranger. Aucun suivi, aucune vérification sérieuse n'avait été faite, et son prénom, Richard, commençait par ce R gravé sur la chaîne. Était-ce une coïncidence ou une clé négligée depuis 4 décennies? Pendant que les policiers traquaient cette piste, les médias s'enflammèrent. Les journaux titrèrent sur le double ADN et la voiture fantôme du lac. Les anciens habitants de la ville racontaient leurs souvenirs fragmentés, chacun prétendant avoir deviné depuis longtemps que l'histoire cachait quelque chose de plus vaste. Mais derrière cette agitation médiatique, un détail glaçant surgit. La lettre retrouvée sous le plancher parlait de une voiture que personne n'avait jamais cherchée. L'auteur savait donc dès le départ qu'elle reposait là, engloutie. Alors pourquoi avoir attendu 40 ans pour que la vérité soit déterrée? L'expertise graphologique, reprise avec ces nouveaux éléments, mit en lumière une piste inattendue. Certaines phrases de la lettre utilisaient des expressions propres à un vocabulaire mécanique, des termes techniques que seuls des initiés pouvaient manier.
Cela orientait les soupçons vers Richard M., le jeune apprenti mécanicien disparu. Peut-être avait-il écrit une partie de cette lettre, peut-être avait-il voulu confesser ou accuser. Mais si c'était lui, pourquoi cacher ce message dans la maison de Delcourt? Était-il complice de l'homme ou bien une victime de ses manipulations? Dans ce labyrinthe, une autre voix se fit entendre, celle d'un ancien policier, retraité, qui osa enfin parler. En 1984, il avait signalé à ses supérieurs que Richard M. entretenait une relation ambiguë avec Émilie, faite de confidences, de promenades tardives, mais aussi de disputes. Mais cette piste avait été volontairement écartée, sous la pression d'un notable local. Le père de Richard travaillait alors dans l'administration municipale. Le silence institutionnel avait étouffé les soupçons. La machine judiciaire, gangrenée par l'influence, avait laissé filer une vérité dérangeante. Les enquêteurs d'aujourd'hui s'acharnèrent à retrouver la trace de Richard M., mais le passé, encore une fois, jouait contre eux. Les registres de passeport montraient qu'il avait quitté la France en 1985, direction l'Allemagne, puis plus rien, comme si sa vie s'était dissoute dans le brouillard. Certains murmuraient qu'il était mort depuis longtemps, d'autres prétendaient l'avoir aperçu des années plus tard sous une fausse identité. Sa disparition, 40 ans après, devenait une énigme parallèle, tissée à la principale. Et dans l'ombre de cette quête, la figure de René Delcourt revenait avec insistance. Car si Richard avait été impliqué, comment expliquer la présence des objets d'Émilie dans sa maison? Pourquoi ces photographies, ces notes morbides, ce goût de voyeurisme accumulé dans des boîtes métalliques? Delcourt était-il l'instigateur et Richard son complice involontaire? Ou bien Richard, dans sa jeunesse trouble, avait-il utilisé Delcourt comme écran, déposant la lettre chez lui pour brouiller les pistes? La maison abandonnée, fouillée une nouvelle fois à la lumière de ces révélations, livra encore un fragment de son ventre pourri. Sous une deuxième planche, dans un renfoncement du mur, un carnet fut découvert. Les pages, tachées d'humidité, révélaient une écriture tremblée. Elle voulait partir, elle voulait se libérer, mais je ne pouvais pas la laisser disparaître. La signature, ou plutôt les initiales griffonnées à la hâte, était RM. Ce carnet, cette confession muette, fit basculer l'affaire. Les enquêteurs tenaient enfin une voix directe, mais celle-ci soulevait une vérité insoutenable. Richard M. semblait avoir eu un rôle actif dans la disparition d'Émilie. Mais pourquoi ce carnet se trouvait-il dans la maison de Delcourt? Deux hypothèses déchirèrent de l'équipe. Soit Delcourt et Richard étaient liés, soit Delcourt avait retrouvé le carnet et l'avait conservé, prisonnier de son obsession. Dans les deux cas, la maison devenait le tombeau de toutes les contradictions. Le juge d'instruction ordonna alors une série de fouilles plus larges, élargissant le périmètre au jardin, aux alentours, aux caves. Des chiens spécialisés furent déployés, reniflant les murs effrités, les amas de gravats. Et un soir, dans la cave humide où la lumière peinait à pénétrer, les chiens s'arrêtèrent net devant une cloison scellée. Les ouvriers la percèrent, révélant un espace muré. À l'intérieur, une petite boîte de métal rouillé, encore une, contenant une lettre différente de la première. Cette nouvelle lettre, écrite dans une main distincte, s'adressait directement à « celui qui trouvera un jour ». Elle racontait une nuit de peur, une fuite, une promesse de silence en échange de la survie. Et elle portait une signature glaçante, R. Rien de plus. Ni Delcourt, ni Richard, seulement une initiale, comme une énigme supplémentaire, une provocation posthume. La ville, en apprenant cette découverte, sombra dans un climat d'angoisse collective. Car désormais, tout le monde se demandait combien d'hommes, combien de vérités, combien de silences emmurés dans ces murs. Et les enquêteurs, face à cette boîte, comprirent que l'histoire d'Émilie n'était pas seulement celle d'une adolescente disparue, mais celle d'un système corrompu, d'une génération entière qui avait préféré détourner les yeux. La lettre retrouvée sous les lattes grinçantes du plancher avait déjà ouvert une fissure dans le temps, mais les mots, griffonnés à la hâte, portaient en eux un cri étouffé qui semblait défier les décennies. L'écriture, nerveuse et inégale, révélait l'urgence d'une adolescente prise au piège. Les enquêteurs de 2021, penchés sur le papier jauni, lisaient à voix basse, comme si le simple fait de prononcer ces phrases risquait de convoquer un fantôme. Le silence pesait lourd dans cette pièce aux murs écaillés. Les phrases parlaient de peur, d'un rendez-vous secret, de quelqu'un que l'on ne devait pas nommer, un pronom, une initiale brouillée, une trace d'encre qui s'était diluée avec le temps. Tout cela formait un puzzle fragile, mais suffisant pour relancer une enquête enterrée.
En 1984, le quartier où vivait la jeune lycéenne Claire M respirait l'ennui des petites villes. Les façades décrépites, les cafés où l'on commentait les faits divers comme des tragédies locales, la monotonie d'une jeunesse rêvant de partir ailleurs. Tout cela constituait la toile de fond d'une disparition qui, à l'époque, n'avait pas trouvé de réponse. La presse avait couvert l'affaire, mais brièvement, happée ensuite par d'autres scandales, d'autres catastrophes. Dans les archives jaunies des journaux régionaux, on retrouvait des gros titres laconiques. Une lycéenne de 17 ans introuvable. Les pistes s'amenuisent. Quelques semaines plus tard, les articles avaient cessé, comme si l'oubli était devenu une forme de verdict. Mais dans l'ombre de cet oubli, des destins avaient été brisés. Les parents de Claire, reclus dans leur maison de briques rouges, avaient vieilli prématurément, rongés par l'absence. Leur jardin, autrefois fleuri, était devenu un terrain en friche, métaphore silencieuse d'une vie figée. Des camarades de classe, aujourd'hui adultes, se souvenaient de son sourire réservé, de ses regards fuyants, d'une tension qu'ils n'avaient pas su lire. Certains affirmaient qu'elle écrivait souvent dans un carnet, qu'elle y cachait des secrets. Le carnet n'avait jamais été retrouvé. Peut-être que cette lettre, sortie du plancher des décennies plus tard, en était un fragment arraché. Les enquêteurs modernes savaient qu'il ne suffisait pas de relire les indices anciens. Il fallait interroger la mémoire collective, exhumer des silences. Ils contactèrent d'anciens voisins, des enseignants, des amis d'enfance. Beaucoup hésitaient, certains disaient ne plus se rappeler. Mais sous la surface de l'oubli volontaire, quelques détails émergeaient. Une voisine raconta avoir vu, à plusieurs reprises, une voiture sombre stationnée près de la maison familiale à la tombée du jour. Un autre témoin évoqua des disputes étouffées derrière des fenêtres closes. Ces souvenirs, longtemps relégués, retrouvaient une acuité troublante maintenant qu'une pièce matérielle venait de ressurgir. L'inspectrice chargée du dossier en 2021, une femme au regard perçant habituée aux affaires gelées, savait que le temps ne détruit pas tout. Parfois, il conserve, comme une chape de glace, des éclats de vérité qu'il suffit de réchauffer pour qu'ils réapparaissent. Elle demanda une analyse graphologique de la lettre, croisa les témoignages d'époque et fit exhumer les rapports initiaux. Ceux-ci révélèrent des failles. L'enquête de 1984 avait été expédiée, manquant de moyens, mais aussi de volonté. Des noms n'avaient pas été vérifiés, des incohérences jamais creusées. Était-ce de la négligence ou une volonté d'étouffer l'affaire ? La question hantait chaque page des vieux dossiers. La lettre mentionnait un « rendez-vous » dans une maison, où tout résonne et où personne n'écoute. Une description énigmatique, mais qui fit tilt chez l'un des anciens camarades. Il se souvenait que dans le quartier nord, une bâtisse abandonnée servait de refuge aux jeunes. C'était une maison de maître délabré, au parquet fragile, aux fenêtres barricadées, lieu de cachette, de confidences adolescentes, mais aussi de peur et de défis. C'était justement là que la lettre avait été retrouvée, sous ce plancher grinçant qui avait gardé son secret près de 40 ans. Comme si la maison elle-même avait été complice du silence. Les enquêteurs décidèrent de revisiter les lieux avec des moyens modernes. Caméra thermique, analyse de fibres, relevé ADN sur les poussières accumulées. La bâtisse était une capsule du temps. Chaque fissure racontait une histoire. Chaque objet oublié devenait un témoin. Sous les lattes, outre la lettre, on découvrit une barrette rouillée, un morceau de tissu déchiré et, plus troublant, un pendentif en argent terni gravé de 2 initiales. Ces objets, banals à première vue, prenaient une dimension spectrale quand on les associait à une adolescente disparue. Chaque trouvaille était comme une voix qui se ranimait. Le pendentif intriguait particulièrement. Les initiales correspondaient à 2 prénoms connus dans la classe de Claire. L'un d'eux était celui d'un garçon de son âge avec qui elle avait été souvent vue. L'autre, plus ambigu, pouvait appartenir à plusieurs personnes. Était-ce un signe d'amour secret, une amitié ou la preuve d'un pacte ? Les enquêteurs savaient que ce genre d'objet pouvait être à la fois une clé et un leurre. Mais dans le silence glacé de cette maison, le pendentif semblait vibrer d'une mémoire qu'il fallait à tout prix déchiffrer. Chaque découverte relançait la mécanique du doute. Et derrière chaque doute, une vérité possible se dessinait, celle d'une disparition qui n'avait peut-être rien d'accidentel. Une ombre grandissait, celle d'un manipulateur tapi dans les interstices de cette petite ville, protégée par le silence, l'habitude et l'oubli. La lettre, le pendentif, les témoignages épars formaient désormais un faisceau qui pointait vers une histoire enfouie mais pas effacée. Les enquêteurs avaient l'impression d'avancer dans un couloir obscur où chaque pas faisait grincer un plancher chargé de secrets. Et plus ils avançaient,
plus le frisson se transformait en certitude. Quelqu'un, en 1984, avait écrit la première ligne d'un drame que la ville entière avait préféré rayer de sa mémoire. L'air était saturé de poussière et de silence lorsque l'équipe médico-légale s'attarda plus longtemps dans la vieille maison. Les instruments modernes scrutaient le moindre interstice. Chaque fibre oubliée devenait un indice potentiel. Dans l'un des recoins, sous une couche épaisse de gravats, on découvrit un objet minuscule, un briquet métallique gravé de fines rayures, presque effacé par le temps. Au premier regard, il semblait insignifiant, mais lorsqu'on l'examina sous la lumière crue des lampes halogènes, un détail apparut, une gravure maladroite, une date, 12/03/44. Ce n'était pas un hasard. Cette date correspondait à la semaine où Claire avait disparu. L'objet prenait alors une dimension vertigineuse, comme si la maison, encore une fois, livrait une pièce d'un puzzle refusant obstinément d'être résolu. Les enquêteurs savaient que chaque élément, même le plus infime, pouvait faire basculer une affaire. Ils comparèrent les objets retrouvés aux archives policières de l'époque. Aucune mention d'un briquet, d'un pendentif ou d'une barrette n'apparaissait dans les procès-verbaux. Cela signifiait que la première enquête n'avait pas exploré la maison avec sérieux, ou que quelqu'un avait délibérément dissimulé ces éléments. Les fantômes de 1984 semblaient soudain se rapprocher, leur silence devenant une accusation muette. Pendant ce temps, dans le bureau tapissé de dossiers jaunis, l'inspectrice de 2021 s'attardait sur la lettre. Elle la relisait encore et encore, comme si les mots pouvaient révéler un sens caché, à force d'être répétés. Une phrase l'obsédait. « Si je n'y reviens pas, sachez que ce n'était pas un accident. » Ces mots, écrits dans une encre tremblante, avaient la force d'un testament. La lycéenne savait qu'elle prenait un risque, qu'elle s'avançait vers un piège. Mais qui l'avait attirée dans cette maison? Était-ce une rencontre d'amour adolescent, un rendez-vous interdit, ou bien l'appel d'une menace qu'elle n'avait pas su éviter? Dans le village, les langues commençaient à se délier, malgré la peur de remuer les cendres d'une vieille tragédie. Une ancienne camarade de classe, aujourd'hui grand-mère, évoqua un garçon charismatique de l'époque, plus âgé que les autres, qui fascinait Claire. On le surnommait le prince du terrain vague, car il passait ses soirées près des entrepôts désaffectés. Certains disaient qu'il possédait une moto sombre, qu'il avait l'air d'un rebelle sorti d'un film américain. Son nom apparaissait déjà dans les marges de l'enquête initiale, mais n'avait jamais été approfondi. Pourquoi? Était-ce par négligence ou parce qu'il était protégé? L'ombre d'un silence complice s'allongeait de plus en plus. Les inspecteurs décidèrent de retrouver cet homme, désormais sexagénaire, installé non loin de là. Sa vie semblait banale aujourd'hui. Un emploi discret, une maison à la périphérie, un voisinage qui le décrivait comme poli mais distant. Quand les enquêteurs frappèrent à sa porte, son regard trahit un éclair fugace de panique, vite remplacé par une neutralité calculée. Il se souvenait de Claire, dit-il, mais à demi-mot, comme si chaque mot pesait une tonne. Il nia toute proximité, prétendit qu'elle n'était qu'une camarade de loin. Pourtant, en mentionnant la maison abandonnée, son visage se contracta d'un tic nerveux, imperceptible aux yeux non entraînés, mais suffisant pour éveiller la suspicion. Les enquêteurs ne se contentèrent pas de son discours. Ils cherchèrent dans ses archives personnelles ces objets conservés au fil des ans. Dans un carton de souvenirs, ils tombèrent sur de vieilles photographies où apparaissait ce même garçon, jeune, insouciant, aux côtés d'amis et de camarades. Mais une photo retint l'attention. On y voyait Claire, assise à l'écart, le regard tourné vers l'objectif avec une intensité étrange. Derrière elle, légèrement flou, ce garçon semblait poser sa main sur le dossier de sa chaise. Ce cliché, oublié dans une pile de souvenirs jaunis, ressemblait à un fragment de vérité figé dans le temps. Les analyses ADN, elles, avançaient. Le pendentif retrouvé sous le plancher, après des décennies de silence, contenait encore une micro-trace biologique, une cellule épithéliale préservée dans un interstice du métal. Les laboratoires modernes, avec leurs techniques de pointe, purent en extraire un profil génétique. Et ce profil ne correspondait pas seulement à Claire. Il révélait la présence d'un autre individu, dont l'identité allait bientôt surgir comme un spectre du passé. Les résultats n'étaient pas encore tombés, mais la tension montait comme une houle prête à tout engloutir. Pendant ce temps, le village entier commençait à être gagné par une atmosphère oppressante. Les anciens habitants, autrefois silencieux, voyaient ressurgir des souvenirs qu'ils auraient préféré garder enfouis. Certains se souvenaient de disputes violentes dans la rue, d'une silhouette qui rôdait près des grilles du lycée, de rumeurs de jalousie
et de menaces chuchotées à voix basse. Plus les enquêteurs avançaient, plus ils comprenaient que cette disparition n'était pas un simple accident isolé, mais le nœud d'une toile de manipulation, de désirs contrariés et de violences cachées. La maison abandonnée, désormais scellée par la police, était devenue un lieu presque sacré. Des curieux venaient y déposer des fleurs, comme s'ils assistaient à la résurrection d'une mémoire collective. Le parquet, les murs, chaque fissure semblait parler d'une vérité que personne n'avait voulu entendre. L'inspectrice s'y rendait seule, la nuit, marchant lentement dans l'obscurité. Elle écoutait le craquement du bois, le souffle du vent entre les fenêtres béantes. Et dans ce silence nocturne, elle croyait entendre un murmure, comme si la maison elle-même voulait raconter ce qui s'était passé cette nuit de 1984. Et c'est au moment où les résultats ADN arrivèrent, froids et implacables comme une lame, que le voile commença réellement à se déchirer. Le document scientifique tomba sur le bureau avec un bruit sec, comme un couperet. Les enquêteurs s'approchèrent, le cœur battant, conscients que ces quelques lignes imprimées pouvaient faire basculer 40 années de silence. Le profil génétique isolé sur le pendentif ne laissait aucun doute. Il appartenait à un homme encore vivant, identifié, enregistré dans les bases de données pour une infraction mineure survenue dans les années 1990. Le nom s'afficha en lettres froides, Jean-Luc Morel. Ce n'était pas un inconnu. Ce nom résonnait dans les souvenirs de plusieurs habitants comme celui du garçon sombre, le prétendu prince du terrain vague, celui qui fascinait et effrayait à la fois. À cet instant précis, la théorie de l'accident s'effondra. Claire n'était pas simplement partie, elle avait rencontré quelqu'un ce soir-là, et cet homme avait laissé une trace indélébile, une empreinte biologique scellée dans le métal d'un bijou oublié. Les enquêteurs se regardèrent, conscients qu'ils avaient enfin arraché un pan de vérité à la nuit des temps. Mais la vérité, dans ce genre d'affaires, n'arrive jamais seule. Elle est toujours accompagnée de douleur, de trahison et de révélations insupportables. Jean-Luc Morel fut convoqué, son visage creusé par les années, ses yeux cherchant à échapper au regard des policiers. Lorsqu'on lui présenta le rapport ADN, il eut un mouvement d'épaule, comme un boxeur acculé dans un coin du ring. Il tenta d'abord la diversion. J'ai connu beaucoup de filles à cette époque. Ce pendentif a pu passer de main en main. Mais mais la voix tremblait. La défense improvisée sonnait creuse. Les enquêteurs insistèrent. Pourquoi son ADN se retrouvait-il dans un bijou sous un plancher, dans une maison où Claire avait laissé une lettre d'adieu implicite? À cette question, son silence pesa plus lourd que n'importe quelle réponse. Pendant l'interrogatoire, les souvenirs de l'époque remontèrent en surface, comme des cadavres refoulés par la vase. On évoqua ses colères, ses accès de violence, ses menaces contre ceux qui osaient l'affronter. Certains anciens élèves parlèrent d'un soir de mars 1984 où Jean-Luc aurait été vu en moto, avec une passagère qui portait une écharpe claire. L'écharpe, détail presque insignifiant, correspondait à celle que Claire portait le jour de sa disparition, selon les témoignages de sa famille. Une image glaçante se dessinait. La jeune fille montant à l'arrière de la moto, attirée par une fascination naïve, sans savoir qu'elle s'avançait vers la nuit éternelle. Mais ce qui rendait l'affaire encore plus troublante, c'était la lettre. Car si Claire avait écrit ces mots, « Si je n'y reviens pas, sachez que ce n'était pas un accident », cela signifiait qu'elle pressentait le danger. Pourquoi y allait-elle malgré tout? Par amour, par peur, ou parce qu'elle était prise dans un engrenage qu'elle ne maîtrisait plus? Les enquêteurs explorèrent cette piste, interrogeant les anciens journaux intimes de ses camarades, fouillant les archives du lycée, traquant les correspondances oubliées. Petit à petit, ils découvrirent des fragments d'une relation cachée, faite de rendez-vous secrets, de promesses exaltées, mais aussi de menaces voilées. Jean-Luc, plus âgé, dominait cette relation, et Claire, à la fois fascinée et effrayée, semblait s'y être perdue. La maison abandonnée, centre névralgique du mystère, apparaissait désormais comme un théâtre funèbre où tout s'était joué. L'inspectrice décida d'y retourner, cette fois avec Jean-Luc, pour confronter l'homme au lieu qu'il tentait d'oublier. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux, chaque minute s'étirant comme une corde prête à se rompre. Lorsqu'il franchit le seuil, Jean-Luc pâlit. Ses yeux parcoururent les murs décrépits, le parquet meurtri, comme s'il revivait une scène figée dans le temps. L'inspectrice observait attentivement ses réactions, chaque tic nerveux, chaque respiration retenue. À un moment, il posa instinctivement la main sur un pan de mur, à l'endroit même où l'on avait retrouvé le briquet gravé. Ce geste, inconscient, trahit une mémoire corporelle que même 40 ans de déni
n'avait pas pu effacer. L'air se fit plus lourd et l'inspectrice lança « Vous vous souvenez, n'est-ce pas ?» Son regard s'assombrit et dans ce silence, la maison sembla retenir son souffle. Les preuves s'accumulaient, mais l'affaire n'était pas encore close. Il fallait plus qu'un ADN sur un pendentif et des souvenirs fragmentés. Il fallait une cohérence, un récit capable de briser les défenses d'un homme qui avait bâti toute sa vie sur le mensonge et l'oubli. Les enquêteurs plongèrent alors dans les archives judiciaires. Jean-Luc avait déjà été impliqué dans des faits de violence en 1986, puis en 1990, toujours classé faute de preuves solides. Un profil inquiétant se dessinait, celui d'un homme violent, protégé par des silences complices, échappant toujours à la justice. Pourtant, l'énigme persistait. Où était le corps de Claire ? La maison n'avait révélé que des objets, pas de restes humains. Sans corps, la vérité restait incomplète, suspendue dans une incertitude qui rongeait les familles et les enquêteurs. L'inspectrice savait que c'était là la clé, retrouver Claire, même après tant d'années, pour que l'histoire s'achève. Les fouilles reprirent, cette fois plus profondes, avec des technologies modernes capables de détecter les anomalies du sol, les cavités invisibles, les traces de décomposition enfouies. Le jardin de la maison abandonnée, envahi par les ronces et les herbes folles, fut passé au peigne fin. Et un soir d'automne, sous un ciel bas et menaçant, les machines détectèrent une zone suspecte. À 1,50 m sous terre, on découvrit un espace compacté, différent du reste du terrain. Les pelles mécaniques s'activèrent. Et bientôt, les premiers fragments apparurent. Un tissu effiloché, une chaussure rongée par l'humidité, puis un ossement fragile blanchi par le temps. La découverte fit l'effet d'un tremblement de terre. Le corps de Claire, ou ce qu'il en restait, venait d'être retrouvé, presque 40 ans après sa disparition. Le silence du sol venait d'être brisé, livrant enfin la preuve ultime. Autour de la fosse, un cercle de policiers, de médecins légistes et de journalistes retenus à distance observaient la scène comme un rituel funèbre. La vérité sortait littéralement de terre, implacable, impossible à nier. Jean-Luc Morel, confronté aux ossements, baissa la tête. L'inspectrice le fixait, sachant que le dernier masque venait de tomber. Mais dans cette victoire apparente, un vertige persistait. Si Claire avait prévu sa fin, qui d'autre savait ? Avait-il agi seul ? Ou bien y avait-il d'autres complices, tapis dans l'ombre du passé ? L'affaire, loin d'être achevée, ouvrait peut-être la porte à un réseau de secrets bien plus vaste qu'on ne l'avait jamais imaginé. La découverte du corps fut à la fois un soulagement et une déchirure. Soulagement, car après 40 années de doute et de silence, la famille pouvait enfin mettre un visage sur l'absence, donner une sépulture à une enfant figée dans le temps. Déchirure, car ce que l'on avait rêvé de voir revenir vivante, lumineuse et rieuse, n'était plus qu'un assemblage d'os fragiles et de tissus décomposés. Les enquêteurs, habitués aux crimes récents, se retrouvèrent face à l'étrangeté du temps qui corrompt et efface, et pourtant conserve assez pour témoigner. La mort de Claire n'était plus une rumeur, ni une hypothèse. Elle devenait une réalité implacable. Jean-Luc Morel, confronté à ces restes humains, s'était figé, le visage dur, mais ses mains tremblaient. Devant les policiers, il tentait de contenir ce qui se fissurait en lui. Des décennies de mensonges, de fuites, de reconstruction d'une vie normale bâtie sur la dissimulation d'un crime. Lorsqu'on l'interrogea à nouveau, il commença par nier, arguant d'un complot, de preuves manipulées, d'une volonté de le faire tomber pour des fautes de jeunesse. Mais à mesure que les questions s'enchaînaient, sa voix se brisa, et derrière l'assurance apparente, on devinait un homme acculé, luttant contre ses propres souvenirs. Les policiers choisirent une stratégie redoutable. Ils ne l'assaillirent pas. Ils l'étouffèrent avec le poids du silence. Dans la salle d'interrogatoire, on laissa les photos des ossements étalés sur la table, aux côtés de la lettre retrouvée sous le plancher. Ces deux témoins muets, l'un arraché à la terre, l'autre au bois, formaient un duo implacable, comme si la maison elle-même avait voulu accuser. Jean-Luc baissa les yeux, ses lèvres se mirent à trembler. Enfin, dans un murmure presque inaudible, il lâcha quelques mots. « Elle ne voulait plus de moi ». Ce fragment de phrase ouvrit une brèche. Les enquêteurs comprirent qu'ils devaient laisser parler le flot. Jean-Luc raconta une version fragmentée, hésitante, où l'amour adolescent se mêlait à la possession, où la colère avait supplanté la tendresse. Il disait l'avoir aimée, d'une passion dévorante, mais aussi d'une jalousie sans limite. Claire, selon lui, avait voulu s'éloigner, mettre fin à leur rendez-vous clandestin, reprendre le contrôle de sa vie. Ce refus, il ne l'avait pas supporté.
Une dispute violente avait éclaté dans la maison abandonnée, cette nuit de mars 1984. Les mots s'étaient transformés en cris, puis en gestes incontrôlables. Mais là encore, il modulait, il atténuait, il cherchait à maquiller sa responsabilité. Était-ce vraiment un accident, comme il le prétendait à demi-mot, ou un geste volontaire, une pulsion meurtrière assumée? Les enquêteurs savaient qu'il se défendait encore, tentant de sauver les fragments de son image. Car ce qu'il refusait d'avouer, c'était la préméditation, le piège tendu à une adolescente fragile. Au-delà de l'aveu partiel, une autre question surgissait. Avait-il agi seul? Plusieurs éléments laissaient planer le doute. Des témoins anciens affirmaient qu'un autre jeune homme fréquentait parfois la maison abandonnée, un ami proche de Jean-Luc. Des rumeurs parlaient de soirées d'alcool, de défis malsains, de jeux cruels imposés à des plus jeunes. Était-il possible que Claire ait été victime non pas d'un seul bourreau, mais d'un cercle de prédateurs? Cette hypothèse glaçait le sang des enquêteurs, car elle ouvrait la porte à l'idée d'un crime collectif, couvert par la lâcheté et l'omerta d'un groupe. Pour en avoir le cœur net, ils rouvrirent les dossiers des disparitions de la région dans les années 1980. Et là, une coïncidence apparut. Une autre jeune fille, du même âge que Claire, avait disparu en 1982, à quelques kilomètres de là, sans jamais être retrouvée. Le dossier, classé depuis longtemps, portait des similitudes troublantes. Les derniers témoins l'avaient vue en compagnie de jeunes hommes à moto, près d'un bâtiment en ruine. L'inspectrice sentit alors le vertige d'un possible pattern, un fil rouge reliant plusieurs disparitions qu'on avait toujours attribuées à des fugues ou à des accidents. Ce nouvel angle intensifia l'interrogatoire. Jean-Luc, confronté à ces parallèles, blêmit, mais il refusa de parler davantage, se murant dans un mutisme obstiné. Pourtant, son silence en disait long. Comme si, derrière le meurtre de Claire, se cachait une toile plus vaste, faite de complicités tues, de secrets partagés, de souvenirs que certains habitants préféraient ne jamais exhumer. Dans le village, la rumeur courait à nouveau. Les anciens, qui avaient toujours parlé de la disparition comme d'une fugue, commençaient à murmurer d'autres mots, plus sombres, plus lourds, manipulation, emprise, chasse nocturne. Les regards se détournaient, car chacun se souvenait de soirées, de fêtes, de noms prononcés, de visages croisés à la lueur d'un feu ou d'une moto rugissante. La vérité désormais n'était plus seulement une affaire judiciaire, c'était un poison qui remontait dans la mémoire collective. Au fil de ces révélations, la famille de Claire oscillait entre douleur et rage. Ils avaient attendu 40 ans pour obtenir des réponses, et ce qu'ils recevaient n'était pas seulement une histoire d'amour brisé, mais la possibilité qu'un groupe d'hommes ait transformé leur fille en proie. La mère, au bord des larmes, déclara « Je préfère 1000 fois qu'il ait agi seul. Sinon, cela veut dire qu'ils savaient tous. » et qu'ils ont continué à vivre comme si de rien n'était. Les enquêteurs savaient que la partie la plus sombre de l'histoire commençait maintenant, car si l'ombre de complices existait, il faudrait les déterrer, les confronter, les forcer à sortir de 40 ans de silence. La maison abandonnée, déjà théâtre d'un crime, devenait le symbole d'une génération qui avait voulu oublier. Mais comme toujours, les murs, le sol et les objets se souvenaient mieux que les hommes. La question demeurait, combien de secrets restaient encore enfouis sous ces planches et ces pierres? Et combien de vies avaient été englouties dans ce silence collectif? La nuit avançait, lourde et sans indulgence, comme si elle voulait elle-même enfermer les secrets dans un silence impénétrable. Mais désormais, le voile s'était fissuré. Chaque fragment du passé revenait, non pas comme un simple souvenir, mais comme un spectre qui exigeait réparation. La lettre retrouvée sous le plancher avait ouvert la première brèche. Les témoignages arrachés à la peur des habitants avaient agrandi la faille. Et maintenant, le souffle de la vérité se faisait sentir, froid et implacable, dans les couloirs mêmes où résonnait autrefois la voix de Claire. Un détail précis, presque oublié, surgit lors d'une conversation anodine avec une ancienne voisine, un collier. Un petit pendentif en forme de clé que Claire portait toujours autour du cou, cadeau de son père, symbole de protection et de liberté. Ce bijou n'avait jamais été retrouvé après sa disparition. Personne n'y avait prêté attention, jusqu'au jour où, dans les registres de saisie effectués en 1945, apparut la description d'un objet identique découvert dans une maison perquisitionnée à l'époque pour des affaires sans rapport. Pourquoi ce collier, scellé comme une pièce à conviction, n'avait-il jamais été relié à Claire? Et surtout, pourquoi avait-il disparu ensuite des archives officielles? Ce fil ténu se transforma en corde solide pour les enquêteurs modernes.
Ils fouillèrent les caves poussiéreuses des tribunaux, dépoussiérèrent des cartons jaunis, jusqu'à ce qu'apparaisse enfin, roulé dans un sachet plastique scellé, ce pendentif oublié. L'expertise ADN, inexistante en 1984, parla aujourd'hui avec une voix tranchante. Les traces microscopiques de sang appartenant à Claire se trouvaient encore incrustées dans les rainures du métal. La clé était là, littéralement, une clé trempée dans la douleur. Une clé qui ouvrait les portes verrouillées d'une vérité enfouie. À partir de ce moment, chaque ombre du dossier devint une silhouette tangible. Les regards qui s'étaient détournés, les silences trop parfaits, les déclarations bancales prirent soudain une résonance coupable. L'homme souvent mentionné comme le voisin serviable, celui qui proposait de raccompagner Claire après ses répétitions, réapparaissait dans chaque ligne, dans chaque souvenir. Il vivait seul, enseveli dans ses propres obsessions, hanté par une enfance de frustration et de rancune. Officiellement, il avait quitté la région en 1986 pour travailler à l'étranger. Officieusement, il laissait derrière lui une empreinte plus sombre qu'aucune absence ne pouvait effacer. Le dossier secret de la gendarmerie, enfin exhumé, révélait que cet homme avait déjà été interrogé brièvement. On l'avait jugé peu pertinent, faute de preuves. Mais dans ses carnets retrouvés des décennies plus tard, la folie se dessinait avec une précision glaçante. Des croquis d'adolescentes anonymes, des phrases décousues parlant de pureté à posséder, de beauté à enfermer. Le pendentif de Claire, retrouvé dans ses affaires, n'était pas un hasard, mais un trophée, une pièce volée à la vie d'une jeune fille disparue. Pourtant, malgré l'horreur, la justice tardait encore. L'homme était mort depuis 10 ans, emportant avec lui ses derniers aveux. Mais le poids des preuves, même posthumes, suffisait à établir la chaîne. Claire avait été enlevée, séquestrée dans cette vieille maison, brisée dans son adolescence, avant que son corps ne soit enfoui dans une cave murée, oubliée des vivants mais pas de la mémoire des murs. Les traces retrouvées sur la dalle effondrée confirmaient ce que la lettre annonçait. Un corps avait bel et bien reposé là, avant d'être déplacé. Le silence de la communauté prenait alors un autre sens. Ce n'était pas seulement la peur qui les avait muselés, mais une forme de culpabilité collective, une incapacité à affronter l'idée qu'ils avaient peut-être tous croisé l'assassin sans le voir, qu'ils avaient fermé les yeux sur des signes évidents, une porte claquée trop vite, un cri étouffé la nuit, un parfum de lessive masquant une odeur plus âcre. Ils avaient choisi l'oubli, pensant qu'il les protégerait. Mais l'oubli est une illusion, et la vérité revient toujours, même si elle met 40 ans à frapper à la porte. Dans les couloirs du lycée, rénové depuis longtemps, certains anciens professeurs témoignèrent de l'atmosphère de l'époque. L'un d'eux, aujourd'hui vieilli, avoua que Claire avait confié craindre quelqu'un, mais qu'il n'avait pas pris ses paroles au sérieux, les croyant à de simples angoisses adolescentes. Cet aveu, tardif, résonnait comme un remords insoutenable, la preuve que la tragédie aurait pu être évitée. Et cette résonance donnait à l'affaire une dimension universelle. Combien de voix étouffées, combien de signaux négligés, combien de vies perdues parce qu'on n'a pas su écouter. Chaque détail révélait désormais un tableau entier, et ce tableau n'était plus celui d'une simple disparition, mais d'une tragédie humaine façonnée par l'indifférence, la peur et le silence. La lettre sous le plancher, écrite dans un dernier souffle de lucidité, devenait le cri d'outre-tombe qui pulvérisait des décennies de mensonges. Et ce cri, porté par les enquêteurs et par la voix des proches, résonnait maintenant dans chaque recoin du village, comme un glas que nul ne pouvait ignorer. La vérité, lentement, avait traversé les strates de poussière et de mensonges, pour se dresser, nue et implacable. Et dans cette nudité, elle montrait autant la noirceur d'un homme que la faillite d'une communauté. Le mystère n'était plus seulement celui de Claire, mais celui d'une société qui préfère détourner les yeux tant que la lumière ne la force pas à regarder en face. La dernière pièce du puzzle apparut comme une lame de rasoir sous une lumière crue, sans pitié. Tout ce que l'on avait murmuré, tout ce que l'on avait tenté d'effacer, se dressait maintenant en un faisceau brûlant de certitude. Claire n'était plus une ombre perdue dans l'épaisseur des archives, elle redevenait une personne, une jeune fille dont la vie avait été happée par la folie d'un homme et par la lâcheté des autres. Son visage, figé à 17 ans sur les photos jaunies, retrouvait enfin des contours réels dans la mémoire collective. Les enquêteurs posèrent le pendentif, scellé à nouveau mais désormais auréolé d'un sens implacable, au centre de la table d'audience, non pas comme une simple preuve, mais comme un symbole, la clé qui avait ouvert le tombeau du silence.
Dans la salle, ceux qui avaient vieilli avec le secret ressentaient une lourdeur insoutenable. Chaque ride de leur visage semblait porter le poids d'un silence trop long. Chaque regard fuyant révélait une complicité involontaire avec l'oubli. Le village tout entier devenait un théâtre, où l'on comprenait trop tard que le décor de la normalité cachait un crime monstrueux. Les rires étouffés d'autrefois, les portes fermées à double tour, les regards baissés devant l'évidence. Tout cela se rassemblait maintenant pour composer une fresque amère de la lâcheté humaine. Mais au-delà de la honte, il y avait la lumière d'une justice tardive, imparfaite, mais nécessaire. Car même si l'assassin ne pouvait plus répondre de ses actes, même si la sentence ne serait jamais prononcée par un juge de chair et d'os, la vérité elle-même devenait le verdict. Elle rendait à Claire sa dignité volée, elle offrait à ses proches une forme de paix douloureuse, elle rappelait à tous que la mémoire ne meurt pas. L'image de cette lettre retrouvée sous le plancher restait gravée comme une métaphore obsédante. C'était la voix d'une disparue qui refusait de se taire, la preuve que même le bois vermoulu d'une maison abandonnée peut garder prisonnière une vérité, prête à surgir quand on s'y attend le moins. Les murs avaient parlé, les planchers avaient craqué, et le passé avait explosé dans le présent comme une bombe à retardement. Le crime, croyait-on, était enterré. En réalité, il n'avait jamais cessé de respirer sous les planches. Et l'on comprend alors que ce mystère n'était pas seulement celui d'une lycéenne disparue en 1984, mais celui de toute une époque, de toute une société, de toutes ces histoires que l'on croit pouvoir effacer à coups de silence. Claire devenait le visage universel de ces innocentes qu'on a voulu effacer, mais qui reviennent toujours, par une lettre, un bijou, un murmure, rappeler aux vivants qu'aucune injustice ne dort pour l'éternité. La caméra imaginaire s'éloigne, laissant derrière elle la vieille maison abandonnée, son plancher brisé, son silence enfin éventré. On n'entend plus que le vent dans les herbes hautes, comme un soupir venu d'ailleurs, portant avec lui une vérité qui a mis 40 ans à éclater. La lumière du jour caresse les murs délabrés, comme pour purifier les ombres. Mais sous cette lumière, une question demeure, acérée, vertigineuse. Combien d'autres vérités dorment encore, sous d'autres planchers, dans d'autres silences, prêtes à ressurgir pour hanter ceux qui croient que le temps efface tout, car le temps n'efface rien, le temps attend. Et lorsque la vérité finit par surgir, elle ne demande ni permission, ni pardon. Elle se dresse, implacable, et oblige les hommes à regarder ce qu'ils avaient tenté d'oublier. Alors, dans le frisson qui parcourt la nuque de ceux qui écoutent cette histoire, dans le silence lourd qui suit le dernier mot, chacun comprend « Le mystère n'a jamais été une énigme à résoudre, mais une dette à payer. » Ah, et ce soir-là, dans le souvenir vibrant d'une jeune fille dont la voix résonne encore entre les planches d'une maison en ruine, la dette a enfin trouvé son créancier.